Duel aujourd'hui entre Antoine Léaumont, bonjour, député Bonjour. La France Insoumise de l'Essonne, et Christophe Marion, bonjour, député Bonjour. Renaissance du Loir-et-Cher. D'abord, on va parler bien sûr du fond, mais vous craignez de nouveaux affrontements comme au printemps dernier, en mars, à Sainte-Soline? Écoutez, moi je veux croire les organisateurs quand ils nous disent que ça sera une manifestation familiale avec des enfants, des tracteurs, des vélos. On nous avait un peu vendu la même chose pour Sainte-Soline au mois de mars, où a priori il y avait uniquement des familles et que tout se passerait bien. La réalité, elle a été un peu plus complexe que ça. Quand on voit les images, il y a eu énormément de violence. Alors je ne dis pas, et je n'espère évidemment pas que les choses vont se dérouler de la même manière. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux organisateurs quand ils nous disent que tout va bien se passer. Voilà. Vous pensez que ça va bien se passer? Oui, bien sûr. Le problème qu'il y a, encore une fois, c'est que la préfète des Deux-Sèvres a interdit la manifestation. Donc forcément, une manifestation interdite égale potentiellement des tensions. Mais c'est que ça commence à être un peu le problème. C'est qu'on nous dit, à nous qui sommes des opposants politiques ou des opposants à la politique du gouvernement, qu'il faut faire les choses dans le calme et l'ordre et qu'il ne faut pas être violent dans les actions. Et nous sommes d'accord avec ça. Mais sauf que quand on interdit systématiquement les manifestations qui sont un moyen pacifique de porter des revendications, ça crée des tensions. Donc, encore une fois, là, les organisateurs, justement, appellent à manifester de manière pacifique, tranquille, etc. Ils parlent même de renouer le dialogue. C'est quand même assez pacifique comme manière de faire les choses. Et encore une fois, la préfète des Deux-Sèvres décide d'interdire la manifestation. Je trouve ça extrêmement dommage. Vous parlez de Sainte-Soline en particulier, Ouais. parce qu'en l'occurrence, donc, il y a ce Oui, convoi de l'eau, convoi, comme il mais s'appelle, c'est bien les une manifestations manifestation autour sont qui n'est pas interdites. interdite. Donc c'est dommage d'entrer dans ça. Et à Sainte-Soline, c'était la même chose. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu le documentaire qui avait été fait par France 2 sur la gestion du maintien de l'ordre à Sainte-Soline. Et on voit qu'il y a une erreur à un moment donné des ordres qui sont donnés par le gendarme en charge des opérations, des ordres qui ne sont pas suivis par les gendarmes qui sont sur le terrain et qui mènent en fait à une situation de tension extrêmement importante. Donc il faut, quand on parle de situation de tension, il faut bien voir aussi d'où parfois elles proviennent. Et en l'occurrence, dans la manifestation d'aujourd'hui, je ne crois pas que ça viendra des personnes qui participent à la manifestation si jamais tension il y a à la fin. Le retour des soulèvements de la terre, on va parler aussi, bien sûr, il y a eu la dissolution prononcée par le gouvernement, la justice est passée derrière, elle a suspendu cette dissolution, Voilà. d'où leur autorisation. Vous estimez que c'est un peu de la provocation, du coup, de retourner sur le terrain maintenant, ou pas? Alors, écoutez, moi, c'est en effet, le Conseil d'État a décidé que dans l'urgence, il n'avait pas assez d'éléments pour valider cette dissolution. Il ne s'est pas prononcé sur le fond. Hein, très clairement. Donc moi, j'attends que le Conseil d'État, je suis très respectueux de nos institutions, j'attends que le Conseil d'État se prononce sur le fond. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est de la provocation. Le droit de manifester, si c'est bon enfant, il existe en France, il doit être respecté. Je serai extrêmement vigilant à ce que les choses se passent bien et qu'on arrête de légitimer la violence. Parce que au fond, ce que j'ai entendu, pas plus tard que ce matin, et ce que j'entends aussi dans la bouche de mon collègue Léaumont, ce que j'ai entendu ce matin d'un député Europe Écologie Les Verts d'Europe, à qui on a dit est-ce que vous condamnez les violences, et il dit finalement pour les méga-bassines, lorsqu'on a perdu tous les recours en justice, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution si ce n'est la violence? Ça veut dire qu'on est en train d'expliquer aux citoyens que quand ils vont en justice et qu'ils perdent, parce que la justice prononce des jugements, eh bien finalement il leur reste quand même la dernière option qui est celle de la violence. Et ça, c'est pour moi absolument inacceptable. Ils disaient qu'ils avaient perdu les recours en justice parce que sur les méga-bassines. Jusqu'à présent, c'est plutôt des recours qui sont gagnés sur les méga-bassines. Sur les méga-bassines dans les Deux-Sèvres, les recours ont été perdus. C'est exactement ce que disait le député. Sur les bassines, un certain nombre de recours sont aussi gagnés. Pas sur les Deux-Sèvres. Pas sur les Deux-Sèvres. Très bien, tous pas les sur recours, les Deux-Sèvres, mais néanmoins sur Sainte-Soline. Ok, très bien. Mais néanmoins, moi, je suis pas d'accord. Par ailleurs, je suis pas d'accord avec ça. Les situations, nous n'avons jamais été favorables à des situations de violence. Maintenant, je fais quand même une différence entre deux choses. Je cite juste quand même, on l'a ressenti plusieurs fois. Allez-y. Sandrine Rousseau et la NUPES, qui fait partie de votre camp. La seule issue possible à une colère populaire devient parfois la violence. Bon, voilà. Eh ben, c'est vrai que ça arrive dans l'histoire. Je veux dire, la Révolution française, c'était une colère. Qu'on est député de la nation. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais néanmoins, c'est factuel. Effectivement, parfois, la colère populaire donne lieu à la violence. La question, c'est comment on fait pour précisément éviter la colère populaire pour qu'il n'y ait pas des gens qui veuillent recourir à la violence. Quand Sandrine Rousseau dit ça, elle ne dit pas « j'appelle à la violence parce qu'il y a de la colère populaire ». Elle dit que la colère populaire mène parfois à la violence. Quand une personne est en train de vous pointer un problème, de préciser qu'il y a un problème, il ne faut pas dire que cette personne est responsable du problème qu'elle pointe. Je veux dire,
par exemple, si on prend la question de la réforme des retraites, changeons de sujet, mais très rapidement. La question de la réforme des retraites provoque des tensions dans la population parce que personne n'est d'accord avec ça. Donc, le sujet, c'est pourquoi on fait une réforme des retraites? Et bien là, c'est la même chose. Quand il y a quelque chose qui provoque des tensions, la question à se poser est pourquoi cette situation provoque des tensions. En l'occurrence, c'est ça la question. Qui suscite les tensions ? En l'occurrence, là, c'est une politique sur l'eau, et sans doute on va y entrer dans le cœur du débat, mais il y a une politique sur l'eau qui est une politique d'accaparement d'une ressource qui est une ressource pour nous, une ressource commune, d'intérêt général, et avec lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Parce que pour l'intérêt de quelques agriculteurs qui sont dans un modèle agricole particulier, eh bien, on va desservir l'intérêt général, celui de l'ensemble de la population. Et c'est avec ça que les gens ne sont pas d'accord. Donc, quand il y a des tensions qui sont créées, il faut justement chercher à créer du dialogue. On ne règle pas les situations de tension simplement par la matraque et le gaz lacrymogène. Oui, et par ailleurs, c'est pas une bonne utilisation non plus des forces de gendarmerie et de police que de faire ça. Est-ce que c'est quand même pas une façon de légitimer cette violence? Non. Quand elle écrit exactement la seule issue je ne veux pas parler au nom de Sandrine Rousseau, mais je pense que vous mettriez Sandrine Rousseau à ma place et que vous lui poseriez la question « Sandrine Rousseau, êtes-vous d'accord avec la violence contre les personnes et les individus ?» Sandrine Rousseau vous répondrait « Non, jamais ». Donc quand quelqu'un vous pointe une situation de tension, elle ne dit pas « Il faut » faire ça, elle dit attention, il y a un risque. Donc comment répond-on d'une manière pacifique, républicaine précisément, à cette question et à cette situation de tension? Je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je comprends le tweet de Sandrine Rousseau, mais il faut dire que je ne cherche pas du tort à Sandrine Rousseau chaque fois qu'elle dit quelque chose. Donc, nous non plus. C'est peut-être pas notre objectif. Non, je dis pas vous, mais c'est peut-être ce qui fait une différence avec un certain nombre de personnes dans le monde politique en tout cas. En tout cas, cette dissolution, elle a été suspendue par la justice, en attendant un jugement sur le fond, mais elle est suspendue. C'est un revers pour le gouvernement quand même. Écoutez, moi je suis très respectueux des décisions de la justice et je suis très respectueux de nos institutions. Donc je n'y vois pas de politique. Aujourd'hui c'est un jugement dans l'urgence, ce n'est pas un jugement de fond. J'attends ce que dira le jugement de fond. Maintenant, quand même, j'avais un petit défi personnel ou pari personnel qui était de me dire à partir de quand M. Léaumont va nous parler de la Révolution, voire de Robespierre. C'est vrai. Alors c'est arrivé assez vite. C'est arrivé assez vite sur la Révolution. M. Léaumont, il est partisan de la Constitution de 1793 qui prône l'insurrection, le droit à l'insurrection du peuple. Pour lui, l'insurrection, c'est un mode de gouvernement. Pour moi, ça n'est pas le cas. Mais si, c'est exactement pas de ça. gouvernement. Alors, maintenant, l'insurrection, c'est vrai? Non, je ne prône pas l'insurrection. Je dis qu'effectivement, Constitution de 1793, il y avait une déclaration des droits de l'homme augmentée, et l'article 35 de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen augmenté disait quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Mais c'est quand le gouvernement viole les droits du peuple. Et en l'occurrence, la question est combien de fois le gouvernement, depuis qu'il est au pouvoir, a violé les droits du peuple? Un certain nombre de fois, et notamment en interdisant les manifestations que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 garantissait en disant, accrochez-vous, que quand des manifestations sont interdites, c'est le souvenir de la tyrannie. Oui. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'utilise la Constitution de 1793, celle de la Première République. Je la trouve absolument passionnante sur les droits qui sont développés à l'intérieur. Voilà. Alors on va peut-être arrêter sur ce sujet parce que je crois que c'est plutôt les bassines qui nous intéressent aujourd'hui. Et je voudrais revenir. C'est pas moi qui l'ai fait. Alors, juste quand même. Voilà. Il y a une question quand même, c'est vrai, où certains pointent et à gauche qu'il y a de plus en plus de dissolutions, d'interdictions, et parfois la justice passe et disent bah non, vous pouvez pas faire ça. Il y a quand même peut-être un petit problème au niveau de l'exécutif. Mais je vous dis, attendons de voir le jugement du fond, parce que si vous me réinvitez et que le Conseil d'État valide la dissolution, eh bien dans ce cas-là, on en reparlera. Moi, aujourd'hui, c'est un work in progress. J'attends de voir la fin de la procédure. Voilà, je le dis très clairement, et je suis respectueux de nos institutions. Oui, mais... Et force est de constater que sur des manifestations qui sont quand même interdites, moi je veux bien qu'on dise elles sont interdites et ça provoque de la violence. Moi je pense qu'elles sont interdites parce que le risque de violence est important. Quand on voit les gens qui ont manifesté à Sainte-Soline, enfin arrêtons de penser que c'était des braves familles. Il y en avait probablement, mais il n'y avait quand même pas que ça. Vous avez vu les armes, le nombre d'armes par destination qui ont été confisquées par les forces de l'ordre. Donc voilà, je crois qu'il faut arrêter d'être naïf. Mais la question que soulève Loïc, c'est quand même une vraie question, à savoir que le Conseil d'État considère que pour l'instant, il n'y a pas encore suffisamment d'éléments pour l'interdire. D'accord, c'est un work in progress, mais alors pourquoi avoir demandé la dissolution s'il n'y a pas suffisamment d'éléments, justement? Est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté d'aller trop vite de la part du gouvernement? Alors, je ne sais pas, ce qui s'est passé à Sainte-Soline était pour moi extrêmement grave. Et ça justifiait, selon moi, mais je ne suis pas juriste, la dissolution de ce mouvement. Voilà, quand on dissout des mouvements d'extrême droite pour violence, j'ai l'impression qu'on se pose un peu moins de questions. Mais là, évidemment, c'est défendu. Je voudrais juste revenir quand même sur ce que disait mon collègue Léaumont sur les bassines, en disant qu'il y a un accaparement pour quelques agriculteurs de l'eau.
Bien, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. D'une part, parce que quand on parle de bassines et qu'on parle de pomper dans les bassines l'été, c'est le préfet qui autorise. C'est pas les agriculteurs qui, du jour au lendemain, se disent eh bien, je vais pomper parce que j'ai besoin d'eau. Il y a une autorisation préfectorale. Les services de l'État, c'est quand même nous, c'est l'État. Et ça, c'est un premier point qui me paraît important. Le deuxième point qui me paraît important, c'est que ces bassines, elles sont arrivées au bout de 15 ans de dialogue. Localement. On va en parler, mais le but, c'est que vous débattiez ensemble. Donc, deux choses. D'abord, sur le Conseil d'État. Moi, j'y étais à l'audience du Conseil d'État, donc j'ai pu avoir l'ensemble des discussions. Le principal problème, et d'ailleurs c'est dans la décision du Conseil d'État, c'est que le gouvernement a été incapable de prouver le lien de causalité entre, d'un côté, ce que demandent les soulèvements de la terre et de l'autre côté, les violences qui ont eu lieu. Et d'ailleurs, les soulèvements de la terre n'ont jamais appelé à commettre des violences. En tout cas, ils l'ont bien défendu dans le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État le met dans sa décision. Et honnêtement, moi, pour avoir été dans les audiences, il y a eu quand même des situations lunaires où le gouvernement avait pris, il y a des mémoires qui sont produits, je passe sur les détails, mais en gros, le gouvernement avait pris au pied de la lettre un tweet des soulèvements de la terre qui revendiquait la dégradation d'une chambre d'agriculture dans je sais plus quel département. En l'occurrence, c'était un glissement de terrain. Ouais. Et donc, ils avaient fait une blague et le gouvernement avait pris ça au pied de la lettre. Tout ça est un peu ridicule à la fin dans la manière dont c'est présenté. Sur le fond, si vous le voulez bien, messieurs, pourquoi s'en prendre à des agriculteurs ? Ils ne font pas ça pour leur plaisir, ils font pas pour nourrir les Français, en l'occurrence. Personne s'en prend aux... Alors, justement, c'est la question qu'il va falloir poser. Est-ce que c'est pour nourrir les Français ? Réponse non. L'agriculture qui est visée dans ce cas-là, c'est une agriculture qui sert à produire pour exporter, notamment pour aller nourrir des animaux à l'étranger, animaux qui nous reviennent sous forme de viande que nous consommons en France. Donc, pour ce qui concerne le bilan carbone de ce type d'activité, c'est absolument néfaste. Mais par ailleurs, il y a une question à poser sur l'orientation de cette agriculture. C'est une agriculture qui est une agriculture chimique, qui utilise des pesticides, qui utilise énormément d'eau. C'est la culture notamment du maïs. Et donc, il faut changer ce modèle agricole-là. Mais il ne faut pas le changer en disant « bon, maintenant, on arrête tout, etc. » Il faut accompagner les agriculteurs vers une transition agricole parce que ce sont des personnes qui se sont notamment endettées pour acheter du matériel qui coûte extrêmement cher, qui se retrouvent dans des situations parfois extrêmement difficiles. Alors, il y a des très gros agriculteurs, mais il y en a des plus petits. Mais ce qu'il faut, c'est accompagner vers une transition agricole pour changer et justement pour relocaliser la production agricole, pour avoir une réelle souveraineté alimentaire. C'est ça l'objectif que nous visons. Ça, c'est quand même un autre sujet. Non, je comprends qu'il y a des questions, qu'il y a des enjeux. C'est précisément le sujet. L'été, quand il y a besoin d'eau, il n'y en a pas, les agriculteurs ont besoin. Et précisément, je vous posais la bonne question. Donc, il y a une question de court terme qui se pose. C'est que dans le modèle agricole dans lequel on est, des agriculteurs ont besoin d'eau. Mais on ne peut pas dire que c'est une bonne chose que pour quelques personnes, on perturbe le cycle de l'eau de l'ensemble de la société. Vous savez, comme députés, nous sommes censés défendre l'intérêt général, pas l'intérêt particulier d'un petit nombre d'agriculteurs. Donc défendre l'intérêt général, en l'occurrence pour des personnes comme moi, ça veut dire, puisqu'il y a un bien commun qui est l'eau, défendre l'accès pour tout le monde à cette ressource qui est une ressource commune et d'intérêt général. Voilà les questions qu'il faut savoir se poser sans perturber le cycle de l'eau. Plusieurs choses, oui. La France exporte des céréales. Excusez-nous, on a une balance commerciale et sur les céréales, elle est excédentaire. La France importe également 20% de produits agricoles. C'est-à-dire que si on exporte, on importe également. Et puis on exporte, notamment, je pense au blé tendre, on exporte aux pays du Maghreb. Les premiers importateurs, c'est l'Algérie, le Maroc. Moi, je me vois mal leur dire demain, surtout avec la situation en Ukraine, écoutez, on arrête de vous exporter des céréales, nous on en arrête d'importer, et puis chacun vit son autonomie alimentaire à l'échelle de son pays. Ça fonctionne pas comme ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, le maïs. Alors voilà, le maïs, c'est la plante absolument qui fait figure de repoussoir pour énormément de monde. Très concrètement, ramener à la tonne, le maïs est la céréale qui consomme le moins d'eau. Ramener à la tonne produite. La réalité, elle est là. Le maïs, ramené à la tonne. Le maïs, c'est une céréale qui a besoin de moins de produits phytosanitaires. 2/3 des surfaces produites en maïs aujourd'hui n'ont pas de fongicides, n'ont pas de pesticides. Et puis, l'Europe, concrètement, est déficitaire
en maïs. Donc si on ne produit pas du maïs pour nos collègues européens, de toute façon, ça viendra de Chine ou des États-Unis. Et au fond, ça sera produit dans des conditions absolument déplorables, beaucoup plus déplorables que nous. Ouais. On est d'accord que vous situez la question uniquement sur le plan économique. Vous dites, nous sommes une puissance... Pas seulement. Si, vous C'est une posez question de santé aussi, de savoir l'Algérie et le Maroc, quand ils n'auront plus rien à manger, on verra ce que ça donnera. Précisément non, pas écologique. Justement, l'argument principal qui nous est donné, c'est bon, c'est super, on est des exportateurs de maïs. Vous dites ramener à la tonne, d'accord. Mais ramener à la tonne, ça ne parle pas de la consommation d'eau réelle. Et la consommation d'eau réelle, vous savez très bien que sur le maïs, elle est plus importante. Par ailleurs, sur le blé, je vous dis pas qu'il faut arrêter d'exporter du blé, notamment dans les pays du Maghreb. Au contraire, je vous ai jamais dit le contraire. Mon but à moi, c'est que nous atteignions la souveraineté alimentaire d'abord pour notre pays. Et ensuite, si jamais la France peut proposer à d'autres de les aider à se nourrir, ça n'est pas un problème, c'est plutôt une bonne chose. Mais d'abord, il faut viser, 1, la souveraineté alimentaire, 2, préserver le cycle de l'eau et faire en sorte qu'une ressource qui est un bien commun ne soit pas accaparée par certains. Et enfin, eh bien, que nous visions des objectifs écologiques avant des objectifs économiques. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur le plateau de BFM TV. La météo tout de suite, et puis on se retrouve juste après. On parlera notamment sécheresse et canicule. Tout ça est lié. Est lié. Bah oui.